Et pour commencer cette émission, on va s'intéresser aux cyberattaques en compagnie de Stéphane Duguin, directeur général de l'Institut Cyberpeace, ONG qui lutte contre les attaques informatiques, ancien collaborateur d'Europol. Merci d'être avec nous. C'est vrai qu'on a eu pas mal d'attaques d'hôpitaux là, qui se sont multipliées ces derniers temps, notamment cette semaine. On a de toute façon, plus globalement, un nombre de cyberattaques par rançongiciel qui a été traité par l'ANSSI qui a été multiplié par 4 entre 2019 et 2020. Un nombre record depuis le début de l'année. Pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'on a un nombre record? Est-ce que c'est la crise qui accélère ces cyberattaques ou est-ce que finalement, non, c'est dans l'air du temps et il n'y a pas forcément de lien? Oui, bonjour, merci de me recevoir dans votre émission. C'est un plaisir. Pour répondre simplement à votre question, c'est malheureusement un vieux phénomène, les attaques numériques contre le secteur hospitalier. Et pourquoi il est en constante accélération? Parce que les attaques précédentes n'ont pas forcément mené aux actions d'ampleur qui auraient peut-être permis d'endiguer le phénomène. C'est une première raison. La seconde raison, c'est l'opportunité de la crise. Le fait que la crise de la Covid-19 a créé en fait non pas simplement une accélération des attaques en cours, mais également une mise en commun de plusieurs types d'attaques entre les attaques sur les hôpitaux pour les bloquer contre de la rançon, les attaques pour voler les données des patients et les campagnes de désinformation pour amoindrir la parole du scientifique et la parole de l'hospitalier. Alors pour revenir sur les attaques contre rançon, moi je trouve ça surprenant de prendre pour cible un hôpital qui n'est peut-être pas nécessairement l'endroit où il y a le plus d'argent à prendre, si je peux m'exprimer comme ça. Alors, il faut comprendre que l'intérêt du groupe criminel qui s'attaque à l'hôpital est de trouver la cible dont la probabilité de paiement est la plus haute. L'hôpital fait partie de ce type de cible. Le secteur hospitalier a une infrastructure technologique extrêmement complexe qui le rend donc vulnérable, des ressources informatiques et de cybersécurité assez faibles, et dans une obligation, aussi du fait de la pandémie, de ne pas pouvoir se permettre de voir ses activités arrêtées pour une heure, une journée, une semaine. C'est juste impossible. Donc la pression du paiement est plus importante pour les professionnels de santé. Et de quel type de montant on parle? Ça peut aller jusqu'à combien? Alors les montants sont très variés parce qu'ils dépendent du groupe criminel qui est aux commandes, mais cela va de quelques centaines d'euros à quelques milliers, plusieurs milliers d'euros. Et quelle est la politique alors en France par exemple? On paye la rançon dans les cas qui ont été identifiés là ces dernières semaines? Alors là, ce qui est conseillé, c'est facile de donner des conseils lorsque l'on n'est pas soi-même impacté par une attaque, alors que l'on a des lits à pourvoir et des patients à soigner. C'est aussi important d'avoir ça en tête. Mais bon, là, le conseil est de ne pas payer, parce que payer une rançon, c'est en fait payer le groupe criminel, donc c'est financer la criminalité organisée, et donc c'est favoriser ce type d'activité pour le futur, pour d'autres hôpitaux, pour d'autres victimes. Donc la consigne est assez claire. Et alors, quelles sont les conséquences en revanche sur les données personnelles des patients? Là, il y a un vrai risque. Et ensuite, à quoi peuvent servir ces données une fois qu'elles ont été hackées? Alors, il y a on peut appeler ça des super-hacks de la cyberattaque dans le marché noir, où les données qui sont volées dans le secteur hospitalier, dans le milieu hospitalier, depuis les données patients jusqu'aux autres types de données pour des attaques qui sont plutôt mises en place par des acteurs étatiques, des données de recherche, comme des recherches sur le vaccin. Ces données-là sont volées et revendues. Pour les données patients, certaines études démontrent qu'un dossier médical peut valoir dans les $250 sur ces marchés noirs. Et l'impact pour les patients est énorme parce que lorsque l'hôpital, parfois, ne paye pas, le criminel va s'adresser directement au patient et le menacer d'utilisation de ces données s'il ne lui verse pas une rançon. Alors, comment on fait si ça nous arrive en tant que particulier, en tant qu'entreprise, et qu'on est victime comme ça d'une demande de rançon? À qui est-ce qu'on s'adresse? Alors, le processus, c'est le même, je dirais, que lorsque vous êtes victime de tout type de criminalité, c'est s'adresser au service de police, au service de justice, en sachant que oui, c'est très compliqué, et encore, nous avons la chance, je dirais, en tout cas pour la France, d'être dans une situation où l'organisation est assez solide en termes de combat de la cybercriminalité, mais le réflexe est évidemment de parler. Un des problèmes dans les attaques contre les hôpitaux, c'est qu'on connaît très mal l'étendue du problème, parce que nombre de victimes
ne parle pas, nombre de victimes ne dénoncent pas les faits. Est-ce que justement c'est compliqué d'identifier ensuite les hackers? C'est vrai que j'ai regardé un peu, il y a assez peu d'enquêtes, j'ai l'impression, vous me direz si je me trompe, qui vont jusqu'au bout et c'est assez difficile d'obtenir des condamnations. Alors effectivement, on a vu le réseau Emotet tomber en début d'année, mais ça a duré quand même depuis 6 ans. Donc est-ce qu'aujourd'hui on a véritablement les moyens, les leviers, peut-être même au niveau international, d'aller débusquer ces hackers derrière? Alors les leviers sont multiples, ils existent. Il y a effectivement une certaine difficulté de ressources, en termes de ressources d'enquête, de ressources aussi judiciaires pour comprendre les dossiers et les mener devant une cour. Vous avez un problème aussi de coopération internationale. Ce sont des crimes qui, par d'essence, sont des crimes transfrontières et ça demande une coopération entre États à plus haut niveau pour que les criminels soient produits devant la justice. Il y a un autre niveau de responsabilité qu'on connaît moins, c'est la responsabilité des États dans l'application de la loi internationale. La loi internationale aujourd'hui est très claire et elle dit qu'elle s'applique tout simplement dans le cyberespace. Et pour les États, cela prend deux options. Une première, c'est de devoir protéger l'hôpital, une obligation de protection et aussi une obligation de ne pas attaquer. Et dans l'obligation de protection, il y a aussi l'obligation d'aller à l'encontre des groupes criminels qui sont actifs depuis un territoire souverain. Alors, ce que vous êtes en train de me dire, en fait, c'est que les États ne protègent pas aujourd'hui assez les hôpitaux, mais qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour les protéger davantage? Alors, les protéger davantage, déjà en expliquant très clairement que le droit international s'applique, c'est une première chose, en faisant en sorte que des ressources à l'intérieur même de l'État existent pour que les groupes criminels qui sont connus agissant sur le territoire soient menés devant la justice. Et aussi, c'est aussi moins connu, ne pas se lancer dans des opérations de recherche et développement d'outils informatiques d'attaque qui, lorsqu'ils sont volés, et ils sont toujours volés, finissent par devenir des vecteurs d'attaque contre l'hôpital. Un exemple simple, WannaCry, en 2017, une des pires attaques contre le secteur hospitalier, c'est la NSA aux États-Unis qui fait de recherche en développement pour des outils d'espionnage qui sont volés et récupérés par la Corée du Nord pour attaquer sur WannaCry. Donc la défense, ça n'est pas toujours la meilleure. L'attaque n'est pas toujours la meilleure défense, en fait. C'est ça que vous êtes en train de dire. Clairement, s'il y avait autant d'investissements dans la défense, la mise en place de ressources pour le personnel hospitalier, pour les patients, qu'il y en a dans la recherche et développement pour l'attaque, ça pourrait déjà aider à remettre les forces en présence à un niveau équitable. Du fait de la particularité du secteur hospitalier, est-ce qu'il faut une stratégie nationale vraiment purement dédiée à l'hôpital et non pas une stratégie de cybersécurité globale ? Alors, elle est déjà existante. Si le secteur hospitalier, comme c'est le cas dans de nombreux pays, est déclaré infrastructure critique, vous avez une bulle de protection qui s'installe entre les obligations du secteur de mettre en place des standards de protection, mais également des obligations pour l'industrie en ce qui concerne la mise en place d'outils sécurisés pour éviter en fait que toutes ces interconnexions d'objets qui sont aujourd'hui l'hôpital moderne viennent avec des vulnérabilités. Donc c'est déjà existant et l'Europe est en avance sur ce point. Alors, et le gouvernement a dévoilé hier sa stratégie en cybersécurité, un plan à 1 milliard d'euros, dont 720 millions de financement public. L'idée, c'est de faire émerger des champions français de la cybersécurité. Est-ce que les moyens mis sur la table vous semblent suffisants ? Alors, c'est toujours bon de voir ce genre d'investissement et cette compréhension. C'est bon de voir ce sursaut. Je vous le disais, les attaques contre les hôpitaux, ce n'est pas une nouveauté. Si vous avez des groupes armés, nous, au Cyber Peace Institute, nous avons pu dénombrer une attaque par jour au pic de la première vague de la Covid-19. Si une fois par jour, vous aviez des groupes armés entrant dans l'hôpital, menaçant de détruire tous les ordinateurs contre de l'argent, je pense que les États du monde auraient réagi il y a plus longtemps. Donc tout investissement est bon à prendre. Est-ce que vous pensez qu'on forme aujourd'hui assez d'ingénieurs spécialisés dans le domaine de la cybercriminalité et de la cyberdéfense ? Alors, c'est aussi un paradoxe. Il y a de nombre d'initiatives qui existent, qu'elles soient étatiques, qu'elles soient de l'industrie, qu'elles soient de la société civile, pour aider et protéger toute la chaîne d'approvisionnement du secteur hospitalier. Ces initiatives sont peu connues et en fait, elles se heurtent à une problématique qui est évidente. Lorsque vous êtes un hôpital et que vous avez déjà beaucoup de problèmes pour gérer votre environnement, votre personnel et votre mission de soins, la simple capacité de comprendre ces initiatives, de demander de l'aide et de pouvoir recevoir de l'aide, c'est déjà énorme.
Donc en fait, il y a un gros travail à faire ici sur mettre en commun ces énergies existantes. Ce pas des choses qu'on a inventées, qui sont existantes, et faire en sorte qu'elles soient utiles là où on en a besoin. Alors derrière, ça pose quand même la question de tout ce qui peut être connecté d'une façon ou d'une autre. On parle évidemment là des hôpitaux, mais on peut parler, pourquoi pas plus tard, d'implants cardiaques qui seraient implantés dans des patients. On peut penser aux centrales électriques, au réseau des chemins de fer, on peut penser aux voitures autonomes, pourquoi pas. Comment être sûr que demain, tout ça sera sûr à 100% quoi. Est-ce que c'est d'ailleurs seulement envisageable ? Ben, la numérisation va avec une belle innovation, c'est sûr, mais également des risques. Ce que je vous mentionnais au préalable était la responsabilité de l'industrie. L'innovation, c'est bien, mais l'industrie se doit de mettre en place des procédures de sécurité au cœur même des outils. C'est une partie. La seconde partie, c'est que les professionnels, dans ce cas-là, les professionnels de santé, et c'est difficile, les ressources sont extrêmement difficiles à mettre en place dans ce secteur, mais il y a une obligation de mettre en place les standards de sécurité et de ne pas gérer son infrastructure technique sur une surface vulnérable ou qui n'a pas été mise à jour en termes de sécurité. C'est tout un écosystème qui se doit en fait de se sécuriser. Et il y a une responsabilité très individuelle aussi. Lorsque vous travaillez par exemple dans un hôpital, il y a des éléments à prendre en compte en termes de sécurité personnelle qui aident à la sécurité du groupe. Je lisais quand même les témoignages de certains personnels de ces hôpitaux qui ont été victimes et qui finalement sont un peu terrorisés et traumatisés. Il y a une façon aussi de les accompagner pour leur dire peut-être non, c'est pas votre faute si on a été victime d'une cyberattaque. Et c'est certainement ce qui est le plus important. Les victimes des attaques contre les hôpitaux sont les professionnels de santé et les patients au premier plan, et à travers ces deux groupes, toute la société. Parce que cela, en fait, a un impact à long terme sur l'état de la santé pour tous. Les professionnels de santé sont sous une pression énorme depuis 14 mois en combat contre la Covid-19, et être soudain mis sous rançon pour pouvoir juste continuer, pour pouvoir traiter son patient, c'est inacceptable. Sachez qu'il y a une étude très récente qui démontre que lorsqu'un hôpital a été mis sous rançon, si vous ou moi allons vers cet hôpital pour recevoir du soin 6 mois, 1 an, 2 ans suivant cette attaque, vous avez plus de chances d'être mal soigné. Et si vous êtes sujet à une maladie grave, plus de chances d'en mourir. Et donc des études le démontrent déjà. Merci beaucoup Stéphane Duguin. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'Institut Cyberpeace. Merci d'avoir été avec nous.